Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce principal rendez-vous de l'information au sommaire de l'actualité. Un atelier de restitution des résultats et d'évaluation des connaissances du projet PRAN s'est tenu aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Et l'Irlande et le pays de Galles vont devenir cette semaine les premiers territoires en Europe à reconfiner leur population. Bonsoir. Avant de développer ces nouvelles, le gouvernement a annoncé par décret présidentiel la fermeture des frontières terrestres de la République de Djibouti à tout trafic de personnes durant 15 jours à compter de ce jour. Cette décision s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la propagation de la maladie à coronavirus et après évaluation de l'évolution de la pandémie. Selon ce décret, la circulation des biens et des marchandises par voie terrestre n'est pas concernée par cette mesure. Les ministres de la Défense, de l'Intérieur et de la Santé sont en charge de l'exécution des mesures édictées dans le présent décret qui entre en vigueur à partir de ce mardi 20 octobre 2020. C'était dans les titres un atelier de restitution des résultats et d'évaluation des connaissances du projet PRAN s'est tenu aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Ce projet vise à renforcer vise au renforcement de l'Assemblée nationale pour la promotion et la protection des droits humains. Il vise à mettre en œuvre il est mis en œuvre par l'Union interparlementaire et bénéficie du soutien financier de l'Union européenne. Le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamad, et l'ambassadeur de l'Union européenne étaient présents pour l'occasion. D'une durée de 23 mois, ce projet a contribué à renforcer le travail de l'Assemblée nationale afin de mieux protéger et promouvoir les droits humains à Djibouti. Il a mis à disposition de l'Assemblée nationale, entre autres, des informations, des connaissances et des formations. La mise en œuvre et l'exécution du projet s'est voulu être la plus inclusive possible, dans le strict respect du travail parlementaire et du règlement intérieur de l'Assemblée nationale et en accord avec les principes communs en matière d'assistance au Parlement approuvé par l'Assemblée nationale en avril 2015. Vous le savez, un projet possède généralement 3 temps distincts. Dans un premier temps, il s'agit de préparer et de lancer le projet. Dans un deuxième temps, le corps du projet, c'est la mise en œuvre concrète des activités et le suivi de celles-ci. Et enfin, dans un troisième temps, on clôt le projet et on l'évalue. Ces ateliers doivent déboucher sur des recommandations et doivent faire l'objet d'un suivi pour en extraire un résultat concret au bénéfice de l'Assemblée nationale et de la population djiboutienne dans son ensemble. C'est ce que nous nous sommes efforcés de faire. L'ambassadeur de l'Union européenne a déclaré dans son discours que les résultats étaient remarquables. Il a réitéré son soutien à l'Assemblée nationale. Nous l'écoutons. Monsieur, mes remerciements d'abord et aussi mes félicitations à l'Assemblée nationale et à l'Union interparlementaire pour le bon déroulement du projet de renforcement du rôle de l'Assemblée nationale pour la protection et la promotion des droits humains et pour l'organisation de cet atelier. Si je vous dis que depuis le début de la crise de la COVID-19, j'attends l'occasion de pouvoir revenir dans cette assemblée pour vous écouter et pour partager avec vous mes réflexions, j'espère que vous me croirez. La dernière fois que j'ai pu m'asseoir parmi vous, c'était le 21 janvier dernier et cela fait exactement 9 mois d'attente. Et je suis ravi d'être au retour. Indépendamment des conclusions de cet atelier dont je prendrai connaissance avec enthousiasme, je voudrais souligner l'esprit de partenariat qui a marqué nos relations au cours de 2 dernières années. Parce que l'Union européenne est une affaire de partenariat et non de paternalisme, c'est ensemble que nous nous mettons d'accord sur les projets. C'est ensemble que nous nous mettons d'accord sur les projets à mettre en œuvre dans l'intérêt des Djiboutiens. Et je suis heureux de constater que cette institution clé et son président partagent cette vision. Et grâce à cette philosophie commune de partenariat, je suis convaincu que les résultats obtenus sont, à mon avis, extraordinaires, durables et surtout utiles à l'institution, d'où son approche toujours pratique.
Le président de l'Assemblée nationale a indiqué, je cite, ce projet a abouti à des résultats concrets qui permettent à notre Assemblée d'être plus forte et mieux armée pour promouvoir les droits humains à Djibouti. On l'écoute. Beaucoup de plaisir que je vous accueille aujourd'hui à l'Assemblée nationale pour lancer l'atelier de restitution des résultats et d'évaluation des connaissances du projet PRAN. Vous le savez, le projet PRAN est mené par l'Union interparlementaire grâce au soutien financier de l'Union européenne que je tiens ici à remercier très sincèrement. Le projet PRAN vise au renforcement de l'Assemblée en matière de promotion et de protection des droits humains. Il a abouti à des résultats concrets qui permettent à notre Assemblée d'être plus forte et mieux armée afin de promouvoir les droits humains à Djibouti. Le projet a conduit à des résultats importants et significatifs pour le développement de l'Assemblée nationale. Il concourt à la réalisation du plan stratégique de notre Parlement et à sa vision de faire de l'Assemblée nationale une institution forte, moderne, démocratique, accessible et transparente. Monsieur l'ambassadeur de l'Union européenne, chers parlementaires, je reste très attaché aux résultats atteints que je suis persuadé que nous pourrons ensemble approfondir et développer le travail effectué. La Commission parlementaire sur les droits humains et les caucus des femmes parlementaires a vu le jour et va renforcer l'Assemblée nationale afin de prendre en compte les droits humains. L'Assemblée nationale est évidemment bien plus forte lorsque son administration parlementaire est mieux préparée à servir les députés et à organiser les travaux parlementaires. Chers collègues honorables députés, l'atelier d'aujourd'hui poursuit deux objectifs. Dans un premier temps, il va présenter les résultats atteints par le projet. Puis ensuite, il va également servir à réaliser une évaluation des connaissances acquises. J'espère que l'atelier va permettre des échanges constructifs entre tous les participants et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente séance de travail. Également, dans l'actualité, le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mohamed, a reçu ce matin le directeur régional de l'UNICEF pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, qui effectue une visite officielle dans notre pays. La représentante de l'UNICEF à Djibouti et le secrétaire général du ministère de l'Éducation et des hauts cadres et responsables de deux institutions ont pris part à cette rencontre. Le directeur régional s'est dit heureux de rencontrer le ministre qui est à l'origine de nombreuses réalisations en termes de scolarisation et de redressement de la qualité des enseignements et apprentissage. Un enthousiasme partagé par le ministre de l'Éducation, Moustapha Mohamed, qui a salué le leadership de l'UNICEF et la tête du groupe local des partenaires de l'éducation. Le ministre a exposé à son hôte de marque les efforts de son département destiné à ouvrir une année de préscolaire et de renforcer la scolarisation des enfants dans les milieux ruraux. Écoutez le directeur régional de l'UNICEF. Ça a été un grand plaisir de rencontrer le ministre de l'Éducation nationale et de discuter le progrès qu'a fait Djibouti au niveau de l'éducation. J'ai pu constater ce matin que les élèves au Djibouti vont à l'école, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup de pays à travers le monde, et ça fait vraiment un grand plaisir. Nous avons discuté le progrès qu'a fait le pays au niveau de la scolarisation, mais aussi au niveau de la qualité de l'éducation. Nous avons tracé des pas que nous pouvons prendre ensemble, l'UNICEF avec le ministère et en support du ministère, pour continuer cette lancée. Il y a encore en milieu rural des enfants qui ne sont pas scolarisés et nous avons discuté des étapes à prendre pour qu'ils puissent intégrer au niveau du système scolaire. Nous avons aussi pu discuter de prochaines étapes au milieu du plan national qui est en cours et du plan axé sur l'éducation pour pouvoir renforcer
le travail fait. Mais vraiment, surtout pour féliciter le ministre, pour féliciter le ministère et le pays pour l'essor qu'a donné l'éducation au développement national. Le ministre de la Santé, Mohamed Oussama Diri, s'est déplacé hier dans la sous-préfecture de Dameljog en compagnie du directeur régional de l'UNICEF pour visiter les différents services des soins et de prestations sanitaires délivrés au niveau du poste de santé de Dameljog. À leur arrivée, le ministre de la Santé et son hôte ont été accueillis chaleureusement par le préfet de la région d'Arta, Mohamed Cheikh Hassan, et le sous-préfet de Dameljog, Abdelchakib Nour. À noter donc la présence de la représentante de l'UNICEF à Djibouti et plusieurs cadres du ministère de la Santé. Le directeur régional de l'UNICEF a donc pu faire une immersion dans cette structure pour donc regarder en visu la nutrition ou encore la prise en charge intégrée de la maladie des enfants. Le ministre de la Santé et le directeur régional de l'UNICEF ont également visité les services de maternité et des suites des couches pour les mamans de Dameljog. À l'issue de cette visite, le responsable onusien a salué les efforts déployés par le gouvernement djiboutien dans le cadre de la promotion de la santé de la mère et de l'enfant. Il a par ailleurs assuré de la disponibilité constante de l'UNICEF dans l'accompagnement et en soutien à cette politique de couverture sanitaire universelle au profit de la mère et de l'enfant. Dans le cadre de la tournée de la Semaine mondiale de l'alimentation, le ministre de l'Agriculture, Mohamed Ahmed Awalé, accompagné d'une forte délégation, était dimanche à Tadjoura pour visiter la nouvelle pêcherie dont les travaux de réalisation sont finalisés avec l'installation des matériels modernes pour la promotion de la pêche. Un projet réalisé grâce à l'investissement du gouvernement pour appuyer le secteur de la pêche à travers le programme d'appui à la réduction de la vulnérabilité dans les zones de pêche côtière, supervisé par la direction de la pêche avec l'appui financier de la DDS. La réalisation de la nouvelle pêcherie de Tadjoura, financée en partie par la DDS, est conforme à la politique de décentralisation pour se rapprocher des pêcheurs de Tadjoura afin de les offrir tous les services nécessaires pour développer leurs activités. La coordinatrice du projet, Beiden Suleiman Mir, et le directeur de la pêche ont réagi tour à tour lors de cette visite du ministre de l'Agriculture. Nous les écoutons. Investissement qui a été réalisé par le gouvernement de Djibouti à travers un programme d'appui au secteur de la pêche, le PRAREV, supervisé et exécuté à travers la direction de la pêche du ministère de l'Agriculture. C'était un gros projet d'un financement de 13 millions de dollars. Il s'agissait, dans une composante de ce projet, de réaliser des infrastructures de pêche qui soient résilientes mais qui répondent aussi aux besoins des régions. Ici à Tadjoura, on est aujourd'hui en train de visiter la pêcherie. C'est une grande pêcherie, très moderne. Comme vous pouvez le voir, on l'a visitée aujourd'hui avec une multitude de salles. On a prévu de mettre en place des équipements froids, comme des chambres froides, des fabriques de glace. C'est une chambre froide qui a été financée avec l'appui d'un partenaire important, l'Agence de développement social, ADDS, qui est présente aujourd'hui. Les deux fabriques, une autre fabrique de glace d'une production de 3 tonnes jour est en cours d'acheminement. Cette chambre froide financée par l'ADDS est une chambre froide positive. On a aussi construit la même infrastructure à Obok, de la même capacité en termes de production en tonnes jour par rapport à la glace, en termes de capacité de stockage par rapport aux chambres froides. Pourquoi on a fait cette pêcherie? Parce que vous savez, dans le passé, tous les services offerts aux pêcheurs étaient concentrés à Djibouti-Ville. Donc, pour se conformer aux directives du gouvernement en matière de décentralisation, c'est pour cela qu'on nous avait dit qu'il fallait financer et créer des pêcheries dans les régions principales, à Obok et à Tadjoura. Donc à Tadjoura, donc voilà cette pêcherie. C'est un petit peu pour s'approcher des pêcheurs de Tadjoura, leur donner tout le service que le pêcheur djiboutien bénéficiait dans le passé. Donc c'est pour cela qu'on a construit cette pêcherie qui est aux normes internationales, donc qui a tous les équipements nécessaires. Mais également, je voulais remercier et profiter de l'occasion l'ADDS qui a financé la chambre froide. Et nous restons toujours à Tadjoura où le ministre de l'Agriculture s'est rendu par la suite dans la localité de Boli pour constater de visu les travaux de construction de la route Boli-Adailou destinée à désenclaver le secteur de Weima. La construction de la route Boli-Adailou permettra aux nombreux agriculteurs de Weima d'acheminer plus facilement leur production vers les marchés. Le désenclavement de Weima, avec cette route qui doit rejoindre l'axe routier principal Tadjoura-Balhou, va créer un nouveau dynamisme de développement pour la population de la sous-préfecture de Adailou.
Écoutons les explications du ministre de l'Agriculture, Mohamed Ahmed Awali. Du président de la République de Djibouti, la promesse qu'il a faite, elle est en train de se concrétiser. Et je crois qu'avec China First, avec le préfet de Tadjoura, je crois que le projet avance comme prévu, selon la programmation. Et je remercie le préfet de Tadjoura, ainsi que l'équipe China First qui travaille, et le chef de projet qui est là, qui suit de près cette route qui va relier Bouli à Adaïlou. Ça permettra de désenclaver 180 agriculteurs. 180 agriculteurs qui font des arbres fruitiers, de la culture maraîchère et des fourrages. Ça permettra de les désenclaver. Dans le reste de l'actualité, le ministre du Travail, Esmen Ibrahim Roble, et le ministre de l'Urbanisme, Mohamed Abdelkader, se sont rendus à l'Institut national de l'administration publique où se déroulait un concours de recrutement au profit du ministère de l'Urbanisme. Eh bien, ce concours de recrutement des ingénieurs en électricité et de techniciens supérieurs pour la direction de l'aménagement du territoire. Ces jeunes, au niveau de licence et de master, ont concouru dans la transparence et l'égalité des chances tout en respectant les consignes données par les surveillants. Les ministres ont suivi de très près le bon déroulement de ce concours qui vise à désengorger le rang des chômages et vise à renforcer l'effectif de l'emploi. Il convient de souligner que, conformément au décret du président de 2002 sur le recrutement des agents de l'État, ce concours traduit les axes prioritaires de la politique de l'emploi du président de la République qui tend à créer une économie inclusive. Pourquoi on avait demandé dans le cadre du budget national le recrutement de 8 techniciens supérieurs et deux ingénieurs en électricité. Les 2 ingénieurs en électricité vont coordonner à la fois les activités dans la capitale mais aussi dans la région, et les différents techniciens supérieurs seront affectés dans les chefs-lieux de région. Mais ce qu'il faut souligner, c'est un concours qui est organisé suite à notre demande par le ministère du Travail chargé de la réforme de l'administration, dans une transparence requise, et ce conformément au décret présidentiel qui a été décrété par son Excellence le Président de la République, chef du gouvernement. Ce concours aussi témoigne du souci qu'on veut donner à la transparence, à l'égalité des chances pour permettre à chacun de nos jeunes qui sont diplômés d'accéder à l'emploi. Une mission conjointe du ministère chargé de la décentralisation et celui des solidarités et des affaires sociales s'est rendue hier dans la localité de Assassin, chef-lieu de la région de Bok. Assassin, qui dispose d'une école, d'un forage et d'un centre de santé communautaire, sert de site de regroupement aux bénéficiaires du transfert monétaire au nombre de 44 et répartis entre 8 parcours pastoraux, localité donc de ces secteurs de la région de Bok. Échanger avec les bénéficiaires du transfert monétaire sur l'utilisation de cette assistance et de ses retombées sur leur vie au quotidien, et profiter de l'occasion pour s'informer auprès du comité de plainte formé par les leaders communautaires de la situation en termes de réclamations et de difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du dit programme, et renforcer le dialogue communauté-service déconcentré de l'État collectivité locale. Le troisième donc objectif consiste à assurer un plaidoyer pour accompagner et stimuler les rôles des communautés de façon à ce que celles-ci développent des réflexes de leadership plus engagés sur des questions de lutte contre la pauvreté et le développement d'une manière générale. Tels sont donc les objectifs de ce déplacement. Je vous le dis en titre, l'Irlande et le Pays de Galles vont devenir cette semaine les premiers territoires en Europe à reconfiner leur population dans l'espoir de célébrer Noël correctement et de nouveaux tours
entrent aussi donc en vigueur en Belgique, Slovénie et Italie. Les restrictions se durcissent de jour en jour en Europe pour tenter de freiner la pandémie qui a déjà fait 250 000 morts. C'est ainsi que se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur Télé Djibouti.